Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième webinaire des 30 minutes UE, un webinaire qui est chargé de mettre l'accent sur une actualité des politiques européennes. Il y a maintenant plus d'un mois de ça, nous avons mis l'accent sur les opportunités du Green Deal. Aujourd'hui, en raison de l'actualité en France, en Europe, nous choisissons de mettre l'accent sur la liberté d'expression, donc les actions européennes en faveur de la liberté d'expression. Petit point technique, avant de commencer, je vous invite à mettre, vos micros sous silence, si ce n'est pas encore le cas, donc c'est la petite bulle avec un micro tout en bas de votre écran. Le sujet, bien sûr, porte à débat. En revanche, nous disposons aujourd'hui que de 30 minutes, donc peut-être il n'y aura pas de place à un débat en direct à la fin de la présentation, mais je vous invite à participer au débat en ajoutant vos commentaires, donc vos réactions, vos questions dans le chat, avec le lien sous lequel vous vous êtes inscrit à cet événement. Donc, cette conférence est enregistrée, bien sûr, et vous allez avoir accès à la suite de cette présentation, au PowerPoint et ainsi qu'à l'audio et vidéo. Aujourd'hui, donc, en 30 minutes, nous avons un programme assez chargé. On ne va pas rentrer dans le détail. On va se focaliser sur répondre à la question suivante, c'est qu'est-ce que fait l'Union européenne, l'Europe aujourd'hui pour protéger la liberté d'expression? Le but est ici de vous donner un cadre, les bons réflexes quand on parle de liberté d'expression. Donc, qu'est-ce que c'est en Europe que cette expression, que ce droit fondamental, qu'il y ait des actions pour la défendre, etc., etc. On va évoquer aujourd'hui 5 points. Tout d'abord, nous allons faire le point sur la notion de liberté d'expression en Europe. Ensuite, nous allons citer quelques acteurs qui participent à la promotion et à la défense de la liberté d'expression, pour ensuite aller dans le respect de la liberté d'expression dans l'action européenne. La première personne à respecter la liberté d'expression, c'est bien l'Europe quand elle agit. Quatrième point, le contrôle et les sanctions européennes des atteintes à la liberté d'expression, pour finir sur vos actions en faveur de la liberté d'expression qui peuvent être soutenues notamment par les programmes européens. Donc, tout d'abord, la liberté d'expression, qu'est-ce que c'est? La liberté d'expression à l'européenne. J'ai choisi ce titre parce que quand on parle de liberté d'expression, on se réfère souvent à un pays, à une histoire, à une tradition. Notamment, on parle de liberté d'expression à l'américaine. Vous savez, en Amérique, enfin aux États-Unis, l'espace public laisse place à plus à des propos offensants, raciales, etc. Et ce qui définit vraiment la liberté d'expression aux États-Unis, c'est cette liberté d'expression entendue de façon libéraliste. En Europe, pour comprendre le sens de la liberté d'expression, il faut se référer aux textes fondamentaux relatifs aux droits de l'homme. Il y en a deux, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'article 10 dispose que la liberté d'expression, cela comprend la liberté d'opinion, la liberté de recevoir, de communiquer des informations, donc comme la liberté de la presse par exemple, ses idées sous n'importe quel type de support. Ça peut être l'expression orale, écrite, des affiches, des manifestations, des publications sur Internet, etc. L'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reprend l'article 10 en précisant justement la liberté des médias et le pluralisme des médias. Bien sûr, on ne peut pas tout dire. Et donc, la liberté d'expression n'est pas absolue, elle peut être limitée. Il peut y avoir une ingérence dans la liberté d'expression par les autorités publiques, mais il faut que cette ingérence soit justifiée par un intérêt général, qu'elle soit strictement nécessaire et proportionnée.
Donc, il est un petit peu difficile de voir concrètement ce que je dis. J'ai donc choisi deux exemples d'affaires de la Cour européenne des droits de l'homme qui est chargée justement de donner du sens à cet article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. La première affaire, l'affaire CEDH, Le Roi contre France de 2008. Donc, il s'agit de cette caricature exposée à l'écran. Donc, c'est une caricature de l'attentat des deux tours aux États-Unis. Le caricaturiste français ainsi que l'éditeur a ainsi écopé de 1 500 € d'amende pour la publication de cette affiche qualifiée par les juridictions françaises d'apologie aux terroristes. L'affaire arrive donc devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme constate une ingérence dans la liberté d'expression. En effet, attribuer 1 500 € d'amende pour avoir dessiné une caricature, c'est une atteinte à la liberté d'expression, c'est une ingérence à la liberté d'expression. En revanche, cette ingérence, elle est justifiée par un objectif d'ordre public, donc la lutte contre le terrorisme. Et donc pour cette affaire, la France n'a pas été condamnée. La deuxième affaire peut être un petit peu plus connue, donc c'est l'affaire Éon contre France, avec les affichettes Casse-toi pauvre con. Donc si vous vous souvenez bien, c'est une phrase qu'avait dit Nicolas Sarkozy lors d'un salon de l'agriculture, qui a été repris lors d'une visite présidentielle lorsque Nicolas Sarkozy était président par un dirigeant d'un parti de gauche. Et ce dirigeant, il a écopé de 30 € d'amende par les juridictions françaises. Ce qu'avaient évoqué les juridictions françaises, notamment, c'était outrage au chef d'État comme motif. En revanche, pour cela, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, puisque ces affichettes étaient considérées comme participant au débat politique et donc ne justifiaient pas une ingérence à la liberté d'expression. On a donc une condamnation de la France. Donc, comme vous voyez ici, c'est un peu difficile de résumer ce que c'est la liberté d'expression en Europe. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle s'analyse au cas par cas. Au cas par cas, on va voir si il y a ingérence dans la liberté d'expression lorsqu'il y a une limitation et en fonction des valeurs à défendre dans l'espèce, donc quand il s'agit de lutte contre le terrorisme ou de faire vivre le débat dans une société démocratique, on va accepter ou pas l'ingérence. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Europe, la liberté d'expression est un droit fondamental et une ingérence à cette liberté d'expression doit être de ce fait justifiée par un intérêt public nécessaire, strictement nécessaire et proportionné. Nous allons passer maintenant à la deuxième diapositive qui va vous montrer les acteurs de défense, de promotion de la liberté d'expression. Bien sûr, il n'y aura pas tous les acteurs, mais les acteurs qui sont essentiels à la protection de la liberté d'expression et les acteurs qu'on ne soupçonne pas qui jouent un rôle dans la protection et la promotion de la liberté d'expression. On a d'abord le Conseil de l'Europe, notamment la cellule du Conseil de l'Europe qui est chargée de négocier avec les États pour que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme soient appliqués. On a l'Union européenne par ses institutions traditionnelles. Nous allons revenir sur le rôle de l'Union européenne un petit peu plus tard dans la présentation. Voilà, ces deux acteurs-là, on ne les soupçonne pas, mais ils jouent un grand rôle dans la défense de la liberté d'expression. Le haut représentant à la politique européenne étrangère de sécurité commune, Madame Catherine Ashton, qui a une mission de promotion de la liberté d'expression au niveau mondial, donc dans les rapports de l'Union européenne avec les États tiers. Il y a aussi une agence européenne indépendante, l'Agence des droits fondamentaux, chargée de conseiller les institutions de l'Union européenne, d'émettre des rapports sur l'application de la Charte de l'Union européenne des droits fondamentaux. Et je vous invite vraiment à aller voir le site
Donc, sur le site de l'agence, il y a un récapitulatif de tous les droits et leur application dans le droit de l'Union et dans les États membres. Donc, très intéressant pédagogiquement. Après, bien sûr, si on descend dans l'échelle, il y a les États, et notamment le rôle de Madame Claire Hédon, défenseur des droits, qui est chargée de faire la passerelle entre l'application de la liberté d'expression en France, de faire des rapports et de les transmettre aux institutions de l'Union européenne, les institutions européennes. Et bien sûr, l'acteur le plus important, les acteurs les plus importants pour moi, c'est vous-même, par vos projets en faveur de la liberté d'expression qui peuvent être soutenus par des programmes européens. Nous allons y revenir aussi. Donc, passons maintenant au troisième point, le respect de la liberté d'expression dans l'action européenne. Donc, comme je vous ai dit, la première personne à respecter la liberté d'expression, c'est l'Europe elle-même. Nous allons voir comment elle le fait. Il n'y a pas de compétence dans les traités de l'Union européenne qui permet à l'Union européenne de prendre des réglementations sur la liberté d'expression directement. Par exemple, il n'y a pas au niveau de l'Union européenne, comme on peut retrouver en France, une loi de la presse, comme celle de 1881. Dans l'Union européenne, la liberté d'expression est un droit fondamental, une valeur qui est respectée lorsque l'Union européenne agit dans son cadre d'action, c'est-à-dire le marché intérieur, lorsqu'il y a libre circulation des marchandises, des capitaux, des services et des personnes. L'Union européenne donc protège la liberté d'expression lorsqu'il adopte un texte à valeur juridique, législatif ou par le biais d'incitations politiques, donc comme les communications de la Commission, les résolutions du Parlement ou encore les orientations du Conseil. Il ne s'agit pas ici de vous tracer tout un panel de l'action et quel texte législatif permet de protéger la liberté d'expression. J'ai pris juste un exemple qui a fait beaucoup parler, la directive de secret des affaires, parce qu'elle a émergé dans un contexte mondial assez particulier, les scandales économiques, des LuxLeaks, des Panama Papers, etc. Cette directive de secret d'affaires, comme vous le voyez, il s'agit de protéger les informations des entreprises, des informations stratégiques. Donc les secrets industriels, les propriétés intellectuelles, divulgation d'informations, etc., etc. Vous vous rendez compte peut-être que lorsqu'on protège des secrets d'affaires d'entreprise, on peut porter atteinte à la liberté d'expression. Pensez par exemple au magazine Cash Investigation qui va faire des investigations sur les secrets des entreprises, les publie et donc peut porter atteinte au secret des affaires. Le débat était assez long et lourd au Parlement européen, au Conseil de l'Union européenne, et on est arrivé à ce compromis-là, qu'il y a une protection des secrets des affaires, certes, mais lorsqu'il s'agit d'exercer le droit à la liberté d'expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, le secret des affaires ne s'applique plus. Donc là, il s'agit vraiment d'un exemple de comment la liberté d'expression peut se manifester dans un texte de l'Union européenne relatif au marché intérieur. Pour le troisième point, j'ai choisi de mettre l'accent sur une actualité de l'Union européenne, le marché du numérique. Donc, il y a un nouveau cadre pour la liberté d'expression. C'est ce fameux marché du numérique. Les NTIC sont des supports de la liberté d'expression. L'information circule plus vite et l'information a plus de conséquences. Donc se pose aujourd'hui la question du contrôle de la liberté d'expression, notamment dans des sujets relatifs aux propos haineux, aux droits d'auteur, à la désinformation, etc. Pour les droits d'auteur,
Il y a une directive qui a été votée l'année dernière qui a voulu prendre en compte, résoudre ce problème assez particulier, c'est le partage d'informations sur les plateformes de diffusion de contenu en ligne. Pour faire simple, une vidéo est sur YouTube, vous choisissez de la partager sur votre mur Facebook, mais vous faites aucune référence à l'auteur et vous ne mettez pas de lien pour qu'on puisse avoir accès à la source originale. C'est contre cette directive, c'est contre ces comportements-là que cette directive agit. Et donc aujourd'hui, cette directive fixe un cadre. Maintenant, il faut que les acteurs du numérique, Facebook, YouTube, etc., aient des accords de publication des contenus des auteurs. Et en absence de ces accords-là, leurs responsabilités peuvent être engagées. Donc revenons sur l'exemple de la vidéo. Si jamais vous publiez une vidéo sur YouTube, enfin sur Facebook de YouTube en ne respectant pas les droits d'auteur, bientôt, la responsabilité de la plateforme numérique pourra être engagée. Bien sûr, il y a des exceptions comme les supports pédagogiques, les renvois aux liens hypertextes, etc., etc. Le deuxième sujet, un sujet aussi important aujourd'hui, et notamment avec l'affaire Samuel Paty, c'est la désinformation. La désinformation, l'approche européenne, elle est claire. La désinformation porte atteinte à la liberté d'expression, puisque de fait, la désinformation empêche l'information. Pour réagir à cela, l'Union européenne a établi un plan d'action. Donc, je vous invite à aller voir ce plan d'action de désinformation. Il n'y a pas le détail ici, mais qui agit par 4 piliers et en interpellant de façon privilégiée les plateformes numériques. Donc, ces 4 piliers, c'est la détection, la coopération, la mobilisation et la sensibilisation. Ensuite, le gros sujet qui revient surtout en ce moment, encore avec les affaires d'attentats, notamment en France, c'est les propos haineux en ligne. Pour cela, il y a un cadre législatif, il est vrai, mais ce cadre législatif est restreint aux médias audiovisuels. Donc aujourd'hui, pour les médias audiovisuels, il y a une interdiction de publier des propos haineux et donc ils peuvent être sanctionnés pour cela. En revanche, plus généralement, donc lorsqu'il s'agit par exemple de partage d'informations sur les réseaux sociaux, il n'y a pas encore de cadre législatif, de texte à valeur juridique contraignant à proprement parler. Il y a un code de conduite de l'Union européenne avec les géants du numérique qui incite justement les géants du numérique à filtrer, à sensibiliser le public sur les propos haineux. Donc, normalement, ces textes qui sont juste aujourd'hui des incitations politiques vont devenir juridiquement contraignants avec la directive qui va être votée en fin d'année, une directive très importante pour le marché du numérique, le Digital Service Act, qui normalement devrait traduire ces priorités en mesures contraignantes aussi à faire, à suivre. Donc maintenant, lorsqu'il y a une atteinte à la liberté d'expression en Europe, quels outils bénéficie l'Europe pour pouvoir les contrôler et les sanctionner? On a déjà évoqué le premier point, le contrôle judiciaire avec les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. On ne va pas y revenir dessus. La Cour de justice de l'Union européenne peut jouer un rôle aussi dans la liberté d'expression lorsqu'il y a une application du droit de l'Union. Mais le dispositif qui va principalement attirer notre attention ici, c'est l'article 7 TUE, qualifié d'arme nucléaire, et vous allez comprendre pourquoi. Cet article 7 TUE, il permet d'enclencher une procédure pour sanctionner les États membres de l'Union européenne pour non-respect des droits fondamentaux, donc la liberté d'expression, et des valeurs de l'Union européenne. Donc il y a pour ça une procédure, d'abord des mesures préventives avec un constat de risque de violation et puis des sanctions
qui peuvent aller jusqu'à la suppression des droits de vote d'un État membre. On a ici la photo, peut-être que vous le reconnaissez, c'est le Premier ministre de Hongrie. Donc pourquoi cette photo? C'est parce que la Hongrie a fait sujet de cette procédure avec la Pologne, normalement, qui sont les deux seuls pays dans l'Union européenne qui ont été impactés par cette procédure. Et la Hongrie, ce qu'on reprochait à la Hongrie, c'est notamment une loi sur la liberté de la presse qui limitait les médias. Donc, une définition souple des contenus médiatiques illégaux, un cadre non favorable au secret des sources journalistiques. Donc voilà, une loi qui porte atteinte à la liberté de la presse et donc à la liberté d'expression. La procédure de l'article 7 a été enclenchée par le Parlement, donc il fallait un tiers du Parlement qui se prononce pour enclencher l'article 7. En revanche, la Hongrie, après, a été entendue devant le Conseil de l'Union européenne pour que celui-ci constate un risque de violation. Ce que le Conseil de l'Union européenne n'a pas fait, principalement pour une raison politique. Donc, pour retenir un tel type de sanction, il faut notamment retenir l'unanimité au sein du Conseil. Et bien sûr, la Hongrie a des pays alliés dans l'Union européenne et bien sûr que les pays Union européenne ne veulent pas retenir une telle sanction pour éviter toute crise politique, par exemple. Et c'est pour ça que c'est une arme nucléaire. C'est une arme nucléaire parce que c'est une procédure avant tout dissuasive, une procédure avant tout d'incitation, même si les conséquences peuvent être très lourdes avec une suspension des droits de vote. Aujourd'hui se pose la question, avec le nouveau cadre financier pluriannuel, qui a d'ailleurs été, il y a eu un accord il y a 3 jours de ça entre le Parlement et le Conseil de l'Union européenne dans le Concilium. Donc se pose la question de conditionner l'attribution des fonds européens au respect des droits fondamentaux. Donc c'est un aspect aussi qu'il faudra suivre, mais qui est en passe d'être adopté pour la prochaine programmation 2021-2027. Le dernier point, et nous allons passer assez rapidement dessus, c'est l'action externe de l'Union européenne. Donc, comme je vous ai dit, notamment avec la politique étrangère de sécurité commune, que l'Union européenne a une mission de promotion des droits de l'homme dans le monde entier. Et l'Union européenne agit par des dialogues avec les États tiers, en conditionnant les accords commerciaux par le respect des droits fondamentaux notamment, et en participant aux organisations internationales. Le dernier point, donc vos actions qui peuvent être soutenues par l'Europe, vos actions en faveur de la liberté d'expression. Là aussi, il ne s'agira pas de vous faire tout un panel des types de programmes qui peuvent soutenir cette action-là, mais vous donner quelques exemples poignants. Le premier exemple, c'est l'instrument européen pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, donc un instrument spécifiquement consacré à la promotion et à la protection des droits de l'homme, des droits fondamentaux. Et j'ai choisi cette association-là qui est financée par le programme. Donc, ce n'est pas une association, c'est une organisation internationale plutôt, Cartooning for Peace, donc qui a été fondée par Kofi Annan et Plantu notamment, qui a pour mission de sensibiliser par le sourire sur les grands problèmes de société, et notamment de sensibiliser sur les caricatures, par exemple. Pourquoi j'ai pris cette association-là? C'est parce que concrètement, vous voyez comment une association qui est financée par l'Union européenne peut avoir un impact sur votre territoire. Donc, sur la photo, il s'agit d'une intervention de Cartooning for Peace en 2017 dans un séminaire organisé par Valenciennes Métropole consacré à la liberté de la presse et surtout après les attentats de Charlie Hebdo de 2017. Donc, deux autres programmes qui peuvent soutenir enfin plutôt un autre programme qui peut soutenir vos projets en faveur de la liberté d'expression, c'est le programme Europe créative. Donc là aussi, c'est
Un autre angle de vue de la liberté d'expression. Pour le premier, il s'agissait de protéger le droit fondamental, alors qu'Europe créative, il s'agit de soutenir les œuvres culturelles, les œuvres médiatiques, et donc ces œuvres-là qui peuvent être des supports de la liberté d'expression. Un exemple, il y a un appel à projet Europe créative qui est sorti récemment en 2020 et qui avait pour objectif de soutenir la liberté des médias et au pluralisme. Pour cela, il y a 5,1 millions d'euros qui a été débloqué et des actions telles que des programmes de protection des journalistes ou encore des méthodes pour détecter la fausse information ont été subventionnées par cet appel à projet-ci. Pour finir, donc la liberté d'expression, hem, il y a d'ailleurs une petite erreur, c'est la liberté d'expression et pas la liberté de la presse. La liberté d'expression est un thème transversal qui peut se retrouver dans vos projets européens et ils vont servir à valoriser votre projet européen. Surtout lorsqu'il s'agit de projets européens d'insertion, projets européens culturels ou encore de mobilité de jeunes. La liberté d'expression pourrait être un argument en votre faveur pour favoriser le projet en face de l'autorité de gestion qui la gère. Par exemple, dans les projets de mobilité de jeunes, il y a souvent des ateliers liberté d'expression. Donc, notamment, pour prendre un exemple, un mur où on peut coller sa pensée sur les valeurs de l'Union européenne. C'est un simple exemple, mais voilà, tout ça pour vous dire que la liberté d'expression peut être une plus-value à votre projet européen. Il ne faut pas hésiter quand vous en avez l'occasion, et surtout dans ce contexte-ci, à mobiliser cet argument-là. Voilà, nous terminons sur une petite citation positive. La liberté d'expression est un apprentissage et une conquête. J'espère vraiment que par ce webinaire, nous avons participé à votre apprentissage et que ensuite vous pouvez aller à la conquête de la liberté d'expression, de la protection de la liberté d'expression. Je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas, le PowerPoint de diffusion vous sera envoyé et nous allons réitérer ce type de webinaire, 30 minutes, pour évoquer d'autres aspects de la politique de l'Union européenne, notamment ce qui arrive, c'est la politique agricole commune ou encore le marché du numérique. À nous de voir ce qu'on va mettre en avant pour les prochains 30 minutes UE. Donc, restez connectés. Je vous remercie et vous souhaite un bon après-midi et un bon week-end par la suite. Merci.